Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la présentation de ce webinaire qui va être consacré à l'impatriation des Français de l'étranger. Alors on est particulièrement content ce soir puisqu'on est en train de dépasser tous les scores des derniers webinaires puisque actuellement on est à peu près 250 en ligne et on a eu quasiment 800 inscriptions, donc on est vraiment ravis de constater que ce sujet vous intéresse. Et donc sujet consacré à l'anticipation du retour en France des expatriés. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire ce soir avec Julien Delay, mon confrère, qui est associé fondateur du cabinet Altitude Avocat, spécialisé en droit fiscal, spécialement international. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je suis associé fondateur d'un cabinet, un cabinet de niche, qui traite principalement de problématiques de fiscalité. C'est tout ce qui touche globalement à vos impôts, c'est-à-dire l'optimisation des revenus, l'optimisation des investissements, l'optimisation aussi de la transmission du patrimoine, et tout ceci dans un cadre international. Donc à la fois pour des résidents français qui auraient des éléments de revenus de patrimoine à l'étranger, ou l'inverse, des résidents étrangers qui auraient des investissements en France et qui se poseraient des questions sur leur fiscalité. Quand on s'est posé la question de savoir mais quel va être le sujet là maintenant qui pourrait intéresser nos expatriés, puisque très souvent on parle surtout dans les tribunes de l'UFE du projet d'expatriation, et en fait on s'est dit avec Julien, prenons le problème un petit peu à contre-courant et voyons plutôt le côté de l'impatriation, quels peuvent être les contextes dans lesquels vous vous posez la question de ce retour en France et quels peuvent être les réflexes à adopter, que ce soit en droit fiscal ou en droit de la famille. Donc cette étape, autant que celle de l'expatriation, elle doit être anticipée et elle doit l'être d'autant qu'elle arrive parfois dans des situations d'urgence qui peuvent survenir lorsque notamment vous pouvez rencontrer des situations financières particulières telles qu'une perte d'emploi, une situation de crise sanitaire qui nécessite un retour immédiat en France, une question aussi sécuritaire lorsqu'il y a dans le pays d'expatriation une instabilité politique qui contraint à revenir rapidement également en France, ou alors une situation familiale qui peut être liée au décès d'un proche, à une naissance, à une séparation ou à un divorce. Donc, dans ce contexte-là, en dehors des formalités administratives que vous allez rencontrer, avec l'habituelle recherche de logement ou d'emploi, si vous n'avez plus de domicile, par exemple, en France, vous devez aussi être très, très vigilant à l'aspect fiscal dont va vous parler Julien. Voilà, effectivement, au moment de fixer le sujet, je ne cache pas que la tendance de ces derniers mois, compte tenu de l'instabilité politique et de l'instabilité fiscale, la tendance chez nos clients de ces derniers mois, c'était plutôt de nous demander comment quitter la France. Et nous, on s'est positionné un petit peu à contre-courant parce que finalement, la France reste attractive à certains égards, pour des raisons économiques, pour des raisons de protection sociale, de santé notamment. Il y a toutes les questions de rapprochement familial. Mais il y a aussi une actualité un peu plus fiscale, qui est que certains pays voisins ont mis fin récemment ou sont en train de mettre fin au régime de faveur qu'ils avaient dans leur législation interne pour favoriser l'arrivée de travailleurs étrangers. Je pense notamment au Royaume-Uni qui a mis fin à son régime des hommes, ou au Portugal qui a mis fin aussi au régime appelé NRH, donc qui favorisait notamment l'arrivée sur leur territoire de retraités français. Donc, ces différentes évolutions créent aussi un mouvement, je dirais, inbound, de retour en France de certains expatriés, et d'où l'intérêt de notre présentation aujourd'hui. Merci Julien. Et on a aussi le contexte, comme je vous l'expliquais, d'une situation familiale qui est sur le point de changer et qui mérite toute votre attention au niveau d'une anticipation sur l'éventuelle saisine d'un tribunal, sur la question de la loi applicable, et notamment, c'est ce qu'on va aborder ce soir, sur la question du divorce. Puisqu'en fait, dans le cadre du format qu'on a ce soir de cette présentation, je ne pouvais pas aborder toutes les questions des problématiques familiales en cas d'impatriation, comme Julien va vous faire une présentation avec des réflexes, mais on essaye de vous donner un aperçu, mais qui ne pourra pas être exhaustif ce soir. Donc, pour ma part, je verrai surtout l'angle de la séparation, mais surtout du divorce au moment de l'impatriation. Donc, sur le format justement du webinaire, nous allons avoir environ 40 à 45 minutes de présentation. Pendant cette présentation, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat
normalement que vous devez apercevoir sur votre écran. Et à l'issue de la présentation, on aura un temps de questions-réponses d'environ 15 minutes. Et puis, si vous avez d'autres questions et si vous avez besoin de consultations plus complètes, vous aurez nos coordonnées à la fin de cette présentation pour pouvoir nous contacter. Je vais donc laisser la parole à Julien sur la partie du droit fiscal. Merci. Oui, effectivement, sur la partie fiscale, alors on a coupé la présentation en deux. La première partie, ce sera sur une présentation, on va dire, des dispositions incitatives qui existent dans le Code général des impôts pour inciter les personnes à venir s'impatrier en France. Et puis, on aura une deuxième partie un tout petit peu plus pratique, je dirais, sur les bonnes pratiques à adopter au moment d'organiser son retour en France. Donc, sur les dispositifs, alors en général, la fiscalité des personnes physiques, on la regroupe en trois grandes catégories d'impôts. La première partie, c'est l'impôt sur le revenu. La deuxième partie, ça va être l'impôt sur la fortune. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les DMTG, c'est-à-dire les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire, pour faire simple, tout ce qui est droit de donation et de succession. Et on va voir pour chacune de ces trois catégories, la France a mis en place un dispositif donc, pour favoriser l'impatriation de travailleurs étrangers, notamment. Donc, première catégorie, je dirais, c'est l'impôt sur le revenu. Là, on a un dispositif qui est mis en place pour les salariés et dirigeants qui sont actuellement résidents fiscaux à l'étranger et qui viendraient à prendre un nouvel emploi en France. Alors, la principale condition, c'est que ces personnes n'aient pas été résidents français au cours des 5 dernières années. Il faut avoir notamment sa résidence à l'étranger et ils vont pouvoir bénéficier d'un régime de faveur pendant les 8 premières années de présence en France. Ce régime s'applique essentiellement dans deux situations. Donc, c'est ce qu'on a mis sur la slide. Ça s'applique aux salariés appelés par une entreprise établie en France qui a des liens avec l'entreprise d'origine établie à l'étranger. Globalement, c'est une mobilité intra-groupe. Vous passez d'une filiale à une autre au sein d'un même groupe. Et l'autre situation, c'est quand vous êtes purement et simplement débauché par une société française qui vient vous recruter à l'étranger. Donc, pour donner un exemple, typiquement, si vous êtes un salarié, vous vivez au Royaume-Uni, vous êtes un trader pour la banque Barclays à Londres. Si la banque Barclays vous envoie auprès de sa filiale parisienne, donc vous déménagez avec votre famille, vous venez vous installer à Paris pour travailler auprès de la filiale parisienne du groupe Barclays, vous serez éligible à ce régime de faveur. L'autre cas de figure, c'est vous travaillez pour la Barclays à Londres, et là, c'est la BNP à Paris qui vous débauche et qui vous demande de venir travailler pour elle en France. Et là encore, le régime va pouvoir s'appliquer. En revanche, si vous venez en France auprès de la filiale de Barclays, dans un premier temps, vous allez pouvoir bénéficier du régime de faveur. Mais si vous changez d'employeur depuis la France, c'est-à-dire vous arrivez chez Barclays à Paris, puis finalement vous vous dites que le CE de la BNP est plus confortable, donc vous faites cette mutation-là franco-française, je dirais, à ce moment-là, vous perdez l'avantage du régime. Donc là, il faut être bien attentif quand même dans son projet personnel au moment de rentrer en France. Et on se rend compte finalement, il y a pas mal de situations où ce régime de faveur va pouvoir s'appliquer. Alors, si vous remplissez les conditions, il y a 3 types d'avantages dont vous allez pouvoir bénéficier. Le premier, les 2 premières catégories en fait, qui se rejoignent sont sur vos salaires. Donc, les salaires, dans mon exemple, si vous venez travailler à la Barclays à Paris, vous allez pouvoir bénéficier d'avantages sur le salaire qui vous est versé par la Barclays. Donc, première sous-catégorie d'avantages, c'est la prime d'impatriation. La prime d'impatriation, il faut comprendre ça comme le supplément de rémunération que votre nouvel employeur est prêt à vous verser pour vous faire venir en France. C'est un peu comme une espèce d'indemnisation, même si vous n'avez pas vraiment à prouver que c'est une indemnisation, mais on va dire que c'est la petite prime qu'on vous verse pour vous faire ce mouvement d'expatriation. Donc, si on prend un exemple, par exemple, vous avez un salaire de 100 et on parle de salaire de référence. Donc, on regarde sur le marché quel est le salaire pour le poste que vous occupez. Et si, par exemple, votre salaire est de 100, le salaire de référence est de 100, bien, si votre employeur est prêt à vous payer 120, et bien, finalement, les 20 de surprime que vous recevez pourraient être considérées comme une prime d'impatriation. Et cette prime d'impatriation pourrait être exonérée. Donc, finalement, vous ne serez taxé que sur 100, même si vous recevez 120. L'autre fraction de rémunération qui peut bénéficier d'une exonération, c'est la quote-part de votre rémunération qui correspond au temps que vous passez à l'étranger pour votre employeur. Donc, si la Barclays Paris vous envoie dans le cadre de vos activités, voilà, je ne sais pas, 20% de l'année, un peu à Londres, un peu à Berlin,
et ben, finalement, 20% de votre rémunération qui correspond à ce temps passé à l'étranger pourra être exonéré. Dans mon exemple, vous pourriez avoir sur une rémunération totale de 130, 30 au titre de la prime d'impatriation et 20 au titre de l'activité exercée à l'étranger. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que c'est un peu technique, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez important à gérer en amont avec votre employeur au moment de la négociation de votre contrat de travail, puisque les éléments de justification qu'on va mettre en place en amont vous serviront à vous prévaloir de l'exonération en aval auprès de l'administration fiscale. Et l'autre élément qui est un peu méconnu sur le régime d'impatrié, c'est celui qui touche à vos revenus du patrimoine, c'est-à-dire vos dividendes, intérêts et plus-values que vous pourriez avoir par exemple sur vos portefeuilles titres. Mais là, vous pouvez bénéficier d'une exonération de 50%. Et la seule condition que vous posez à ça, c'est que vos avoirs soient situés à l'étranger. Je reprends l'exemple de mon salarié qui était à la Barclays à Londres. Si vous gardez des comptes bancaires à Londres au moment de votre arrivée en France, les revenus que vous allez toucher sur ce compte anglais ne seront taxés qu'à hauteur de 50%. Voilà. Je passe assez vite là-dessus, sur le deuxième slide. Les avantages que j'indiquais à l'instant sur la rémunération, les exonérations font l'objet d'un plafonnement. On a l'objet d'un plafonnement soit global, c'est la première hypothèse, un plafonnement global de 50%, ou alors un plafonnement qui ne s'applique que sur la partie du temps passé à l'étranger. C'est relativement technique, il n'y a pas besoin de revenir trop là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a un choix important à faire chaque année au moment de votre déclaration pour choisir finalement le plafonnement qui est le plus optimisant pour vous. Le deuxième pôle de fiscalité qui vous concerne quand vous rentrez en France, après l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur la fortune. C'est quelque chose qui est assez important en général quand on rentre en France. C'est un sujet sur lequel il faut estimer les conséquences fiscales pour vous. Et là aussi, il y a un régime fiscal de faveur, mais qui s'applique sans condition. La seule condition, c'est que vous n'avez pas été résident fiscal français au cours des 5 dernières années, mais vous n'avez pas d'autres conditions, notamment liées à l'emploi. Là, c'était uniquement pour la partie impôt sur le revenu. Là, sur les FI, la seule condition, c'est cette non-présence en France pendant 5 ans. Et donc, quand vous arrivez en France, pendant les 5 premières années de votre installation en France, vous allez bénéficier d'une exonération d'IFI sur tous vos biens qui sont situés à l'étranger. Donc, si vous avez une résidence principale en France et que vous avez conservé une résidence secondaire à Londres, je reprends toujours le même exemple du salarié de la Barclays, et bien sur cette propriété que vous conservez à Londres, pendant les 5 premières années, vous n'aurez pas à l'intégrer dans votre assiette de l'IFI. Là aussi, avant de préparer votre retour, c'est quelque chose qui est important à savoir. J'ai une petite question, Julien, hyper simple sur l'IFI, parce que souvent j'ai des gens qui viennent à notre cabinet et qui sont dans un contexte de divorce et qui découvrent qu'alors qu'ils résidaient à l'étranger, qu'ils avaient un patrimoine immobilier en France, ils auraient dû payer un IFI. Exactement. Parce que quand vous êtes non-résident fiscal, donc toujours le même exemple de ce salarié qui vit au Royaume-Uni, vous conservez des obligations fiscales en France. Effectivement, c'est une très très bonne question et la plupart des gens l'ignorent. Mais quand vous êtes résident fiscal du Royaume-Uni, vous conservez des obligations fiscales sur tous vos biens qui sont situés en France. Si vous avez des biens immobiliers en France, vous entrez dans le champ de l'IFI pour les biens qui s'y trouvent. Et de la même manière, si vous avez un bien en France, par exemple, qui est donné en location, vous avez des revenus fonciers, ces revenus fonciers continuent de devoir être déclarés dans l'État, ce qu'on appelle l'État de la source du revenu, c'est-à-dire la France. Et vous aurez aussi à les déclarer dans votre État de résidence, le Royaume-Uni dans mon exemple. Et ensuite, on fera une application de la convention fiscale pour éliminer les cas de double imposition. Donc, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est toujours important de rappeler que ce n'est pas parce que vous ne vivez pas en France que vous n'avez pas d'obligation fiscale. Voilà pour l'IFI. Et leur dernier sujet, rapidement sur les droits de mutation, c'est-à-dire droits de donation, droits de succession. Quand vous n'avez pas été résident pendant 6 des 10 dernières années en France et que vous venez vous installer en France, pendant 5 ans, vous allez avoir aussi un régime d'exonération. C'est-à-dire que si vous recevez des donations et des successions qui viennent de l'étranger, par exemple, je prends toujours le même exemple de mon salarié du Royaume-Uni qui vient s'installer en France, si cette personne a gardé de la famille en Angleterre qui lui fait une donation, et bien pendant les 5 premières années, il n'y aura pas de droit de donation à payer en France si les biens qui sont donnés, les biens mobiliers ou immobiliers, ne sont pas situés en France. Typiquement, cette personne qui recevrait une somme d'argent de la part de ses parents qui résident au Royaume-Uni, cette donation ne serait pas taxée en France les premières années. Donc, il y a tout un panel de dispositions qui vise à favoriser le retour en France des Français, mais également des étrangers. On passe à la deuxième partie, on reviendra plus tard s'il y a des questions.
La deuxième partie sur les démarches pratiques dans le cadre d'un retour en France. Première démarche qui est importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est de faire une analyse de la résidence fiscale. Parce que les gens ont tendance à penser que s'ils viennent en France et qu'ils s'installent pour travailler, je reprends encore l'exemple de mon salarié de la Barclays, si cette personne vient travailler en France, mais par exemple qu'il laisse au Royaume-Uni son conjoint et ses enfants, par exemple pour finir l'année scolaire, eh ben, en application des différents critères à la fois français et puis des conventions fiscales, il n'est pas certain que la résidence fiscale soit transférée en France automatiquement du simple fait que cette personne vient travailler en France. Donc c'est important de toujours faire ce travail-là, de vérifier les critères conventionnels et de s'assurer si oui ou non on a un transfert de résidence et quand est-ce que ce transfert de résidence intervient, puisque c'est la date de ce transfert qui va entraîner des conséquences en termes d'obligations fiscales. Donc, pas oublier ça. Ensuite, une fois qu'on a fixé cette date, eh ben, c'est important, comme on le met sur le slide, de bien la documenter, puisque là encore, vu que c'est la date de votre arrivée en France qui va fixer l'étendue de vos obligations fiscales, c'est important de se ménager la preuve de cette date d'arrivée en France. Donc, ça peut passer par, évidemment, les billets d'avion, un tampon sur un passeport, le déménagement de vos meubles, le transfert de vos actifs financiers. Enfin voilà, tout un tas de choses qui peuvent justifier, documenter de votre transfert de résidence. Nous, ce qu'on aime bien faire avec nos clients quand ils viennent nous voir, c'est de leur faire un rétro-planning, donc de l'ensemble des démarches qu'ils ont à faire avant le retour, le jour du retour et après le retour. Voilà. Donc, il y a tout un cadre d'accompagnement qu'on peut faire pour vous aider à ne pas louper l'étape administrative et surtout, si jamais un jour on doit justifier auprès de l'administration une date de retour, eh ben, on a préparé le dossier en amont. Et autre chose qui est important à faire avant le retour en France, j'insiste vraiment sur le avant, c'est un audit. Globalement, c'est un peu un audit patrimonial. Alors, il y a évidemment des aspects du droit de la famille, de droit civil, que Céline abordera dans sa partie, mais il y a aussi du point de vue fiscal un audit à faire. J'ai donné quelques exemples sur la slide. Premier sujet, ça peut être l'exit tax. C'est-à-dire, si vous avez eu de l'exit tax au moment où vous aviez quitté la France, normalement, le fait de revenir en France met fin à cette exit tax. Mais c'est l'occasion pour l'administration fiscale de vérifier que vous êtes à jour de vos obligations déclaratives, que vous n'aviez pas oublié de payer un bout d'exit tax si finalement vous aviez cédé des titres entre-temps. Enfin, voilà. Et c'est souvent, le retour en France, c'est l'occasion pour l'administration fiscale de reprendre un peu votre dossier en main. Donc, on préfère, avant que vous reveniez, de faire un audit et de s'assurer que vous êtes bien en ordre, au moins du point de vue de l'exit tax. Cet audit, c'est aussi l'occasion de faire un tour de votre structure patrimoniale, parce qu'il se peut que la structure que vous avez mise en place à l'anglaise, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, ne soit pas forcément adaptée à la législation fiscale française. Et un très bon exemple, c'est le trust. Le trust, c'est génial quand vous êtes aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'est un outil de gestion et de transmission de patrimoine tout à fait exceptionnel, mais pour des raisons qui sont propres au système français, ce n'est pas du tout adapté ni au régime civil ni au régime fiscal français. Donc, une des recommandations, avant votre retour en France, ça pourrait être, voilà, vous avez un trust, on va le liquider et on va adapter votre patrimoine à la française. Passer, je ne sais pas, par des contrats d'assurance vie, des sociétés, d'autres types de contrats, des fiducies éventuellement. Mais c'est vraiment important d'anticiper ces choses-là et de le faire avant d'arriver en France. Puis on a d'autres questions aussi qui peuvent se poser, qui peuvent être de vendre éventuellement certains actifs. Par exemple, alors c'est souvent un exemple qu'on donne plutôt dans le sens du départ, mais comme vous le savez, en France, on a une exonération en cas de cession de la résidence principale. Pour les gens qui partent de France, souvent on leur conseille de vendre leurs biens avant pour être sûr de sécuriser l'exonération de la plus-value sur la résidence principale. De la même manière, si on a un régime avantageux dans l'état de départ, le Royaume-Uni dans mon exemple depuis le début, ça peut faire sens de vendre cet actif avant d'arriver en France. Ou inversement, on peut se rendre compte, pour des raisons aussi propres aux régimes fiscaux des uns et des autres, ça peut être plus intéressant finalement d'attendre d'être en France avant de céder ou de réaliser une opération. Et dernier point, je terminerai là-dessus, c'est aussi le bon moment de se poser des questions sur la transmission. Parce que là encore, les règles en matière à la fois de territorialité et puis même les règles qui sont applicables sur les deux nations, les taux, les assiettes, varient quand même significativement d'un État à un autre. Et c'est intéressant de se poser la question, tiens, j'ai tel patrimoine, j'arrive à un âge où je voudrais commencer à transmettre à mes enfants. Est-ce que ça fait sens de commencer à le faire avant d'arriver en France ou plutôt après?
On a eu un exemple, je peux vous donner un exemple d'un client qui était en Italie, qui s'apprêtait à revenir en France, et en fait, ses conseils lui avaient dit d'attendre d'être en France et de se placer dans le champ d'un régime d'exonération partielle. Et puis, en fait, le client est venu nous voir, il n'était pas du tout éligible à ce régime d'exonération partielle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant sa donation avant de partir, il se trouvait dans un régime, en l'occurrence, c'était l'Italie, donc il se retrouvait dans un régime italien très, très favorable. Et il a économisé presque 5 millions d'euros de droits de donation en ayant anticipé la donation qu'il avait prévue. Alors, il n'y a pas toujours de telles économies à réaliser, mais c'est pour illustrer qu'il faut profiter souvent de ce retour en France pour se poser un certain nombre de questions sur son patrimoine, sur la façon dont il est structuré et éventuellement sur d'éventuelles opportunités de transmission. Merci Julien. Voilà. Hyper intéressant. Donc, des réflexes à avoir qui sont un peu les mêmes que ceux qu'on peut avoir avant de partir. Donc, en sens inverse, on ne bouge pas du pays d'expatriation avant d'avoir fait le tour des questions avec son avocat fiscaliste préféré. Exactement. Donc, on va passer au point de vue du droit de la famille dans le cadre du retour en France. Et alors, dans un cadre très précis qui complexifie encore les questions que Julien vient d'aborder avec vous, qui sont celui de l'instabilité, qui est celui de l'instabilité de la famille, et notamment dans le cadre du divorce, plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'on note que la famille en expatriation est rendue encore plus fragile par l'éloignement géographique, social, parfois lorsque le conjoint suiveur a arrêté de travailler pour permettre au contraire de favoriser la carrière de son conjoint. Donc, nous avons beaucoup au cabinet de dossiers de Français qui vivent à l'étranger ou de binationaux qui sont à l'étranger, qui se retrouvent dans cette situation. Et de la même manière que dans un audit fiscal, on va faire un audit familial dans le cadre d'un divorce imminent et donc se poser les questions sur la situation de la famille. C'est tous les éléments en fait d'extranéité, c'est-à-dire dans quel pays vit la famille, quelle est la nationalité des époux, est-ce que la famille entière envisage de rentrer en France, s'il y a une présence d'enfants, est-ce que les enfants vont rester vivre dans le pays d'expatriation ou est-ce qu'il est prévu que les enfants rentrent en France et si ce n'est pas prévu, éventuellement, est-ce qu'il y a un désaccord entre les parents sur cette question. Donc les questions aussi de nationalité, parfois il y a aussi les questions de statut migratoire, par exemple, dans certains États, aux Émirats, si vous n'avez pas le sponsor de votre mari et que vous n'avez pas de travail localement, eh bien, vous ne pouvez pas rester vivre tout simplement dans cet État. Et puis, il y a aussi la question de la localisation du patrimoine du couple. Donc, une fois qu'on a fait réaliser cet audit familial avec la situation actuelle et les objectifs que nos clients peuvent avoir, dans le cas de figure précis du divorce, on va se poser la question de savoir si on peut divorcer par consentement mutuel et rester dans un divorce non judiciaire où vous allez pouvoir divorcer sans recours au juge, ou alors si on va devoir en passer par un divorce judiciaire, étant précisé qu'en France, aujourd'hui, on a 3 types de divorce, le divorce pour faute, le divorce pour altération du lien conjugal et le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Avant de savoir devant quelle juridiction vous allez envisager de divorcer, puisque cette question, elle se pose à la fois dans le divorce non judiciaire et dans le cadre du divorce judiciaire, il faut systématiquement vérifier quelle est la juridiction qui pourrait être compétente, puisque toutes les juridictions ne vont pas être systématiquement compétentes. Par exemple, un Français marié avec une Américaine et qui réside dans n'importe quel État des États-Unis ne va pas forcément pouvoir saisir une juridiction française sur le fondement de sa nationalité française. Donc nous, on doit aussi là opérer un audit pour voir non seulement devant quelle juridiction notre client aura intérêt à présenter son dossier, mais également s'il y a plusieurs juridictions qui peuvent être compétentes et si plusieurs juridictions peuvent être compétentes, vers laquelle faut-il plutôt se diriger pour préserver au maximum ses intérêts. Et après, une fois posée la question de la compétence de la juridiction, on va vérifier également quelle est la loi applicable à tous les aspects du divorce. Et là encore, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous? Par exemple,
pour la Belgique. La Belgique ne reconnaît pas la notion de prestation compensatoire, ce qui signifie que si on est dans le cas de l'époux plus fortuné qui a un patrimoine important, des revenus importants, versus l'épouse qui a une situation un peu plus précaire, il aura tout intérêt, si les deux époux sont de nationalité française commune, à saisir en France, il aura plutôt intérêt, pardon, à saisir en Belgique pour limiter complètement le risque de prestations compensatoires, alors que madame aura intérêt à saisir en France sur le fondement de la nationalité française commune pour, au contraire, faire valoir ses droits dans le cadre de la prestation compensatoire. Donc, on doit vérifier tous ces aspects-là sur la prestation compensatoire, mais également sur les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants ou encore sur la liquidation du régime matrimonial. Donc, on a des règlements qui s'appliquent, mais je ne vais pas là ce soir rentrer vraiment dans le détail des textes, mais en général, sur l'Europe, on a l'application du règlement Bruxelles de terre qui va prévoir tous les champs de compétences. Et on a également à se poser la question de la reconnaissance du jugement qui va être rendu, mais qui ne posera pas de difficultés particulières, en tout cas dans le cadre européen. Donc tout d'abord, un petit focus sur le divorce non judiciaire, qui est le divorce rapide aujourd'hui des Français et également des Français de l'étranger. C'est un divorce par consentement mutuel qui vous permet de divorcer de l'étranger en ayant chacun votre avocat dans la mesure où vous êtes d'accord sur le principe du divorce, mais où il vous reste encore à définir les éléments de cet accord, que ce soit sur les questions relatives aux époux, donc les notions, la partie financière, de savoir qui va garder la jouissance du domicile, comment est-ce qu'on va liquider le régime matrimonial, est-ce qu'il y a une prestation compensatoire qui doit être versée, et également toutes les mesures qui concernent les enfants. Donc, on a une partie de négociation qui va avoir lieu entre les avocats et qui peut prendre du temps parfois parce que le dossier est complexe en raison des différents éléments d'extranéité, mais également parce que, par exemple, il peut y avoir des biens immobiliers à vendre pour liquider le régime matrimonial, ce qui peut prendre du temps, des emprunts immobiliers à désolidariser. Donc, le délai n'est plus soumis au délai judiciaire, mais on peut quand même avoir des négociations qui sont menées même pendant 1 an. Donc, d'où l'idée de vraiment devoir anticiper ces questions-là, parce qu'on ne peut pas forcément liquider un régime matrimonial rapidement si on ne reste pas en indivision, et parce qu'il peut y avoir encore des points de désaccord sur la question notamment de la prestation compensatoire ou même de savoir où les enfants vont résider après le divorce. Une fois que le projet de convention est validé entre les époux, il est signé en présence des avocats. Alors, j'ai précisé sur le slide, pas obligatoirement en France, c'est-à-dire que le Code civil français nous impose d'être, nous, avocats, en présence physique des époux que l'on divorce pour vérifier tout simplement l'identité des personnes qu'on divorce. Cela étant, on pourrait imaginer que si on avait des époux qui habitaient très loin et que les avocats se déplacent, ça ne pose pas de difficulté. En pratique, les gens viennent plutôt en France et on signe chez un notaire qui, à l'issue de la signature parfois de l'acte liquidatif puis de la convention de divorce, nous donne une attestation de dépôt au rang de 5 minutes. Et c'est cette attestation de dépôt à date qui donne la force exécutoire de la convention de divorce qui a la même valeur qu'un jugement de divorce. Et ensuite, on opère une mise à jour de votre état civil. Donc, les 2 critères, c'est de s'adresser à un avocat qui est spécialisé en droit international de la famille, parce que même dans un divorce amiable, on doit, en préambule de la convention de divorce, justifier de tous les éléments d'extranéité de votre situation, c'est-à-dire se dire, voilà, si on avait été obligé de saisir un tribunal, tel ou tel tribunal aurait été saisi et telle ou telle loi se serait appliquée sur la liquidation du régime matrimonial ou sur les enfants. Donc, on fait cet audit qui doit être retranscrit en préambule de la convention de divorce et qui est très important. Et ensuite, cette convention, elle doit être obligatoirement déposée au rang des minutes d'un notaire. Elle ne peut pas être déposée dans un consulat. Donc, les 2 aspects les plus positifs de ce divorce, c'est qu'il se déroule en votre présence, mais vous n'êtes pas obligé de passer devant un juge. C'est-à-dire que le fait d'avoir 2 avocats qui vont gérer la négociation à distance
est quand même très simple aujourd'hui. On fait des rendez-vous en visio et on n'a pas besoin de se voir régulièrement et vous n'avez pas besoin de vous présenter devant un tribunal ni de vous soumettre à un calendrier judiciaire. La petite difficulté, c'est qu'il peut y avoir un problème de reconnaissance et d'exécution à l'étranger, notamment hors Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'avance pas à pas avec ce nouveau divorce aujourd'hui à l'étranger pour sa reconnaissance, mais en réalité, ça reste une convention de divorce qui est un acte hybride entre un jugement et un acte authentique, et donc il n'est pas forcément reconnu dans tous les pays du monde. Globalement, en Europe, il n'y a aucune difficulté, mais dans certains États, notamment anglo-saxons, qui n'ont pas les mêmes concepts juridiques en termes, par exemple, de liquidation de prestations compensatoires, ça peut poser difficulté. Et c'est dans ces cas-là où on conseille à nos clients de revenir vers un divorce judiciaire où on va en fait essayer de faire le même travail de négociation, mais simplement on va le faire homologuer devant un juge pour que le divorce puisse être circulé internationalement sans difficulté. Donc, sur le divorce judiciaire, aujourd'hui, en France, depuis 2021, on a 3 types de divorces qui sont énumérés sur ce slide et dont je vous ai parlé. Il faut savoir que depuis 2021, on a une profonde réforme de la procédure de divorce française qui a été simplifiée et raccourcie, c'est-à-dire qu'avant, elle se passait en 2 phases et pouvait durer 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on démarre directement la procédure par une assignation en divorce avec des délais beaucoup plus courts. De l'introduction de la demande jusqu'au jugement de divorce, ça peut durer environ 6 à 18 mois. Les 2 avantages considérables, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer du tout. Avec cette réforme, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer devant un juge lors d'une audience de tentative de conciliation. Vous pouvez être représenté d'un bout à l'autre. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'évidemment, vous avez un jugement de divorce qui va être reconnu et exécutoire à l'étranger. Et il y a beaucoup moins de difficultés de reconnaissance. Et ce qui notamment est important quand vous avez, par exemple, un problème de recouvrement de pension alimentaire, si l'un des époux qui était débiteur de cette pension alimentaire ne s'exécute pas et que votre convention de divorce n'est pas reconnue à l'étranger, vous allez avoir des difficultés pour vous faire payer. Avec un jugement de divorce, vous rencontrez beaucoup moins de difficultés. Petite question, est-ce que c'est intéressant ou opportun que chaque époux ait son avocat et son propre conseil? Oui, alors en fait, c'est obligatoire. Merci Julien de le signaler. Ça veut dire que je n'ai pas été assez claire sur ce point. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, avant 2017, chacun pouvait avoir un avocat commun parce qu'il y avait derrière le contrôle du juge. Aujourd'hui, avec notre nouveau divorce par consentement mutuel, chaque époux doit obligatoirement avoir son avocat pour défendre ses intérêts. Et derrière, il n'y a plus le contrôle du juge. Donc, on doit obligatoirement, que ce soit en amiable ou en judiciaire, avoir chacun son propre avocat. Alors, voilà pour ma part un léger aperçu du droit de la famille, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres questions, que ce soit sur la protection des majeurs aussi, qui peut être un motif de retour, ou sur les successions. J'espère que vous avez déjà un petit aperçu sur les questions et les réflexes à se poser dans le cadre d'un divorce, mais ça peut aussi se caler sur le cadre même d'une séparation, c'est-à-dire hors divorce, par exemple, de 2 partenaires de Pacs ou de 2 concubins, qu'il y ait des enfants ou que vous soyez un couple sans enfants. Voilà. Donc, on a laissé pas mal de temps pour les éventuelles questions. Alors, première question. On vous laisse un tout petit peu de temps pour rédiger vos questions et y répondre. Alors, une première, peut-on rentrer en France mais garder une résidence secondaire à l'étranger, qui est dans ce cas le statut? Alors ça, c'est aussi une très bonne question. D'ailleurs, ça vaut dans les 2 sens. C'est-à-dire, ça vaut si vous êtes résident fiscal français, vous partez à l'étranger et vous souhaitez garder un pied-à-terre en France. Et ça vaut dans l'autre sens, donc si vous êtes à l'étranger et vous envisagez de vous rapatrier en France. En fait, évidemment, légalement, vous avez parfaitement le droit de garder autant de résidences que vous le souhaitez. Ça peut avoir un impact fiscal. Ça va dépendre en fait des conventions fiscales et des critères qui sont posés par les conventions fiscales. Il y a certaines conventions fiscales qui vont vous dire, si on hésite sur votre résidence je reprends comme mon exemple, entre le Royaume-Uni et la France, dans certaines conventions, le premier critère, c'est d'avoir un foyer, ce qu'on appelle dans notre jargon, un foyer d'habitation permanent. Donc, si on veut être sûr, absolument sûr, de ne pas avoir de débat avec l'administration fiscale sur la résidence,
mais il suffit de ne plus avoir de foyer d'habitation permanent dans un État et de n'en avoir plus un que dans le nouvel État de résidence. Bon, mais malgré cela, si ce premier critère n'est pas décisif parce qu'on a une maison dans les deux États, on passe au sujet suivant, aux critères suivants des conventions, qui sont généralement celui du ce qu'on appelle aussi dans notre jargon le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire les intérêts familiaux et les intérêts financiers. Très souvent, quand bien même vous auriez une maison dans les deux États, si vous venez, dans mon exemple, vous installer en France avec votre conjoint, vos enfants, vous avez donc votre activité principale professionnelle en France, en général, la question de votre résidence fiscale sera résolue. Donc, pour en répondre en 2 mots, il n'y a pas forcément de problème de principe à conserver une résidence dans l'état de départ. Il faut juste s'assurer qu'on aura suffisamment d'arguments pour justifier de la résidence dans l'état de destination. Autre question fiscale. Est-ce que les dispositions de l'IFI sur les biens étrangers pour un retour en France sont applicables à nos non-salariés? Oui, oui, tout à fait. Cette partie-là, sur l'IFI, il n'y a pas de conditions liées au salaire. Les conditions sont très strictes pour bénéficier, ce que je disais, de l'exonération partielle en matière de salaire. Donc ça, il faut être dans des cases très précises. En revanche, pour l'IFI, la seule condition à répondre, c'est celle de ne pas avoir été résident fiscal français au cours des 5 dernières années. Le régime de faveur des impatriés peut-il s'appliquer si je suis débauché par ma propre société en France? Non. Il faut pouvoir prouver. Alors déjà, on peut pas, ça ne marche pas quand on est auto-entrepreneur. Il faut être nécessairement salarié ou dirigeant. Et si vous êtes salarié ou dirigeant, c'est évidemment d'une société que vous ne contrôlez pas. Il faut vraiment être démarché à l'étranger par un employeur tiers. Ce régime de faveur fiscale est-il aussi valable pour un médecin? Là aussi, ça va dépendre un peu du montage. C'est difficile de faire une réponse générale, mais ce qui est dans l'œil du législateur, c'est vraiment d'inciter les personnes à venir qui ne le font pas de leur propre initiative. Voilà. Si j'essaie de donner un critère, c'est celui-là. Il faut que vous soyez débauché par un employeur français. Si vous venez en France de votre propre initiative, soit pour monter votre entreprise, soit pour vous salarier dans une société où vous étiez déjà actionnaire, en général, ça ne marche pas. Et pour la même raison, c'est pour ça aussi, ça ne marche pas si, une fois installé en France, vous changez d'employeur, puisque là encore, c'est de votre propre initiative que, une fois installé en France, vous changez d'employeur. Donc, les critères de ce point de vue-là sont très stricts. Ce n'est pas le cas pour l'IFI, mais en matière d'impôt sur le revenu, c'est très strict. Donc, il faut vraiment faire une étude en amont pour être sûr qu'on peut bien se prévaloir de ce régime. Alors ensuite, une question sur le divorce international. Si un couple marié en France, donc on ne connaît pas la nationalité des époux, habite au Luxembourg depuis 19 ans et que l'un des époux rentre en France, peut-il divorcer en France ou au Luxembourg? Alors, a priori, déjà, si vous habitiez au Luxembourg pendant 19 ans et qu'il y en a un qui vit toujours au Luxembourg, il est possible de saisir la juridiction luxembourgeoise. Si l'un des époux rentre en France, à condition d'une certaine durée, il sera aussi possible de saisir la France. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est faire l'audit global de la situation, c'est-à-dire de voir quelles sont les nationalités des deux époux, de voir en fonction, si vous êtes dans un divorce contentieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord et qu'on essaye de trouver la meilleure juridiction pour défendre ses intérêts, nous allons en fait étudier quel serait le sort de votre dossier s'il était traité devant une juridiction française et on va faire le même travail du côté du Luxembourg. Et en général, on a des confrères locaux, notamment donc là au Luxembourg, pour évaluer la situation, pour voir si votre meilleur intérêt, c'est de divorcer en France ou au Luxembourg. Étant précisé que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit très rapidement dans le cadre d'une course à la juridiction, l'une des deux juridictions qui nous arrange, entre guillemets, pour figer le divorce dans un des pays, quitte à derrière revenir vers un accord et faire homologuer l'accord que l'on aura trouvé. Il y a vraiment cette notion de forum shopping. On essaye de faire une course à la juridiction pour défendre au mieux nos clients. On avait notamment eu avec Julien un dossier franco-luxembourgeois où madame s'était hâtée de saisir en France. Et puis, finalement, en cours de procédure, on avait réussi à revenir vers un accord global. Alors ensuite, concernant une autre question sur le divorce, que faire si les époux expatriés ne sont pas d'accord sur la juridiction à saisir, France ou Angleterre par exemple? Alors, si les époux ne sont pas d'accord et sont allés déjà chacun voir un avocat,
monsieur qui a une situation financière beaucoup plus favorable, par exemple à Londres, et madame, par exemple, qui ne travaille pas, aura, lui, plutôt intérêt à saisir très, très rapidement en France, très, très rapidement, et madame à saisir aussi très rapidement de son côté à Londres parce qu'elle aura des conditions financières beaucoup plus avantageuses. Je fais juste du coup une petite aparté. Oui. Pour tous ces dossiers internationaux, alors que ce soit là dans le cadre d'un retour en France, d'un départ ou anticiper une transmission, enfin tous les sujets finalement cross-border, l'avantage, ce qui est important dans le choix du conseil que vous faites, c'est de prendre un conseil qui a des bons relais à l'étranger. Et typiquement, avec Céline, nos cabinets, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. C'est que quand vous venez voir nos cabinets, vous venez voir évidemment notre compétence franco-française, mais vous venez aussi voir notre réseau. Nous, on s'attache, d'ailleurs, une partie de notre temps est consacrée à développer ce réseau à l'étranger, que ce soit évidemment des confrères dans nos spécialités, des confrères dans d'autres spécialités, des notaires, des banquiers, ou des personnes qui sont capables finalement de vous accompagner sur toutes vos opérations, moins agréables selon la nature, mais qui sont capables finalement de vous aider d'un côté de la frontière, mais aussi de l'autre. C'est ça qui est très important dans le choix de vos conseils. Tout à fait, parce que c'est-à-dire que quand vous venez nous voir, l'idée, c'est pas de vous dire simplement allez trouver un confrère local pour trouver vos informations, c'est qu'on vous met en relation, on travaille en équipe, on fait des rendez-vous communs en visio pour essayer de trouver des solutions. Et de la même façon, si vous y alliez voir d'abord un avocat dans votre pays d'expatriation, veillez à ce qu'il ait une compétence internationale, qu'il n'essaye pas de plaquer son propre ordre juridique interne à une situation internationale qu'il ne maîtriserait pas. C'est souvent d'ailleurs, je ne suis pas pour taper sur les notaires, mais par exemple, c'est souvent un sujet qu'on rencontre avec des notaires franco-français. On a une succession qui s'ouvre en France, mais on a un élément d'extranéité, soit des éléments de patrimoine qui étaient à l'étranger, ou la personne qui avait une nationalité étrangère. Et on se rend compte que beaucoup de notaires français, finalement, font du droit français, mais n'ont pas ce réflexe et n'ont pas cette capacité à intégrer dans une succession française, par exemple, des éléments d'extranéité. Là, c'est vraiment très important de vous entourer de personnes qui vont avoir cette vision un peu 360 et qui vont intégrer dans le raisonnement, même si c'est la loi française qui s'applique, mais cet élément d'extranéité. D'ailleurs, on a une question sur les droits de donation. Peut-on faire une donation partage pour des biens immobiliers en France si l'on est résident fiscal dans un pays européen autre que la France? Alors, là aussi, c'est une très bonne question. À partir du moment où vous avez un droit immobilier, alors en fait, il y a deux questions qui se posent. Il y a une question en termes de compétences et il y a une question en termes de droit et de fiscalité qui va s'appliquer. En termes de compétences, à partir du moment où vous avez un bien immobilier qui est en France, si vous voulez transférer la propriété, qui implique de mettre à jour les registres de publicité foncière, vous êtes obligé de passer par un notaire français. On sera obligé de toute façon de passer par un notaire français et qui pourra notamment vous proposer la formule de la donation partage qui présente un certain nombre d'avantages au moment de l'ouverture de la succession. Après, il y a un autre sujet qui va être celui de la reconnaissance de cet acte à l'étranger. D'ailleurs, on a la même problématique à l'inverse. Quand vous êtes à l'étranger, que vous donnez un bien étranger, mais que vous voulez le faire reconnaître en France, il y a la même question qui se pose. Donc, une fois que vous avez votre acte notarié en France, se posera la question de le faire reconnaître dans votre état de résidence. Et le troisième élément, non des moindres, qui est celui de la fiscalité. Puisque vous avez potentiellement un conflit entre la France qui va vouloir imposer, puisque le bien se trouve en France, sur son territoire, et vous avez votre état de résidence qui va également vouloir éventuellement taxer cette donation, puisque c'est l'état dans lequel se trouve le donateur et ou les donataires. Donc là, il faut faire une analyse là aussi un peu poussée, vérifier s'il y a une convention fiscale qui existe en matière de droit de donation et de succession. J'attire votre attention sur le fait que la France a un très large réseau de conventions fiscales qui vise à éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de conventions qui ont été signées par la France, ce qui n'est en revanche pas le cas pour tout ce qui est droit de donation et droit de succession. Il y a, je crois, une poignée, peut-être une quinzaine ou une vingtaine de conventions. D'ailleurs, la plupart, c'est plutôt sur les successions et pas sur les donations. Dans les donations internationales, il y a de fortes chances. Là, j'en ai quelques-uns en tête, l'Italie, les États-Unis, il y a quelques pays comme ça, je dirais les gros pays avec lesquels la France a pas mal d'échanges qui ont des conventions en matière de donation.
Ce n'est pas le cas de beaucoup de pays, et même des pays d'Europe, ce qui fait que potentiellement, il pourrait y avoir des doubles impositions. Ça, tout ce qui est, je dirais, transmission internationale, c'est vraiment important de se renseigner là aussi en amont sur les règles qui s'appliquent et là où vous allez payer les impôts. Qu'est-ce qu'on a encore? Régime de faveur fiscale est-il valable pour un retraité? Alors non, c'est vraiment, à la différence justement de par exemple ce qu'avait mis en place le Portugal, là le régime français c'est uniquement pour inciter les actifs. L'Espagne aussi a un régime comme ça, c'est la loi Beckham. S'ils avaient mis en place ce système au moment où Beckham avait rejoint le Real Madrid, ben, la France c'est un peu pareil. Il y a un peu de discrimination de ce point de vue-là. Le régime ne concerne que les salariés. La sécurité sociale, une question sur le statut en termes de sécurité sociale en cas de retour en France. Là, c'est un sujet vraiment aussi à part entière, puisque en fait, normalement, vous pouvez potentiellement payer la sécurité sociale dans chacun des pays où vous percevez des revenus. C'est un peu comme les revenus, c'est-à-dire vous avez des revenus français, vous avez des revenus étrangers. Potentiellement, vous pouvez payer de l'impôt sur le revenu partout. Là, c'est pareil en termes de cotisation sociale, à l'exception près qu'au sein de l'Union européenne, il y a un règlement qui est passé et qui a posé un principe d'unicité, de rattachement au régime de sécurité sociale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, au sein de l'Union européenne, vous n'êtes censé payer des cotisations sociales que dans un seul pays. Si vous êtes, je donne un exemple, vous êtes résident de France et vous avez une activité professionnelle en France qui fait que vous êtes rattaché à la sécurité sociale en France, donc vous payez une cotisation et une contribution sociale en France, du fait de cette activité. Si vous avez des revenus de source étrangère, du fait de ce principe d'unicité, normalement, vous n'êtes pas censé payer de cotisations sociales dans ces autres pays et vous ne payerez des cotisations sur ces revenus étrangers qu'en France. Voilà. Et ça ne vaut qu'au sein de l'Union européenne et un peu avec la Suisse. Donc là aussi, malheureusement, la réponse est un peu la même. Il faut faire une analyse au cas par cas pour vérifier les règles d'assujettissement aux cotisations sociales. Alors ensuite, on a une question d'ordre général. Avez-vous des partenaires dans tous les pays, en Allemagne également? Alors, je ne sais pas si ça s'adresse plus à Julien ou à moi, mais a priori, on a des partenaires. En tout cas, il y a quasiment tous les pays européens. Ouais. Après, et comme je disais, les grandes destinations, Moyen-Orient, États-Unis, Royaume-Uni, européenne, Maghreb, voilà. Un peu de Moyen-Orient, pardon, d'Asie aussi. Ouais. Donc, globalement, on en a à peu près partout, et quand on n'en a pas, on a un réseau suffisamment étoffé pour trouver des relais sur place. En tout cas, en Allemagne, il n'y a pas de difficulté. Alors, j'ai expliqué, j'ai répondu à une question. Effectivement, vous aurez un webinaire diffusé en replay ultérieurement. Donc, pas de problème. Alors, on peut encore poser 2-3 questions. Julien, ouais. Je te laisse choisir. Une autre question là, qui était intéressante sur les régimes mixtes. Possibilité d'avoir 2 régimes fiscaux différents ou mixtes, un en France et un hors de France pour un couple marié. Je comprends que la question, c'est si on a un couple marié, est-ce que chacun des époux peut avoir finalement un régime fiscal différent? Alors, la réponse de bon juriste, c'est oui et non. Le principe, c'est que la résidence fiscale des époux s'apprécie indépendamment. Donc, vous pouvez, sur le papier, avoir un résident fiscal de France et un résident fiscal, par exemple, du Royaume-Uni. Parce que chaque pays a ses propres critères, il y a les critères de la Convention fiscale, et on pourrait imaginer qu'il y en ait un qui soit résident de France parce qu'il y a son activité professionnelle, et l'autre qui soit plutôt rattaché au Royaume-Uni, par exemple, parce qu'il y a l'essentiel de son patrimoine. Donc, sur le papier, c'est possible. Dans la vraie vie, ça se rencontre assez rarement, puisque le critère, souvent, qui est le plus fort, en tout cas, c'est l'interprétation qu'en fait l'administration fiscale, c'est le centre des intérêts familiaux. Donc, si je prends le cas d'une personne, d'un couple, où un seul travaille et puis l'autre s'occupe des enfants, par exemple, et peu importe si celui qui travaille, d'ailleurs, il y a une jurisprudence du Conseil d'État sur cet exemple-là, peu importe que la personne qui travaille passe l'essentiel de son temps hors de France pour les besoins de son activité, je sais pas, par exemple, il travaillerait sur une plateforme pétrolière au large d'un État africain, sa résidence fiscale sera quand même considérée en France si son conjoint et ses enfants vivent de manière habituelle en France. Il y a un vrai pouvoir d'attraction de ce qu'on appelle le foyer. Donc, pour répondre à la question, c'est assez rare qu'on ait un couple mixte au sens fiscal avec une résidence différenciée. C'est pour ça qu'il faut faire cette analyse.
Et ce que je disais un peu dans ma partie tout à l'heure, c'est que si l'essentiel de votre famille et de vos intérêts familiaux restent dans un État, le fait que vous alliez un peu par anticipation en France pour y travailler et prendre votre emploi ne suffira sans doute pas à transférer votre résidence. Une question, si l'un de nos enfants part étudier en France, donc je suppose que vous restez à l'étranger, est-ce que cela peut changer notre statut de résidence fiscale? Normalement, non. Alors, surtout si l'enfant est majeur, par principe, il est censé être autonome et faire ses propres déclarations fiscales. Donc, si lui change de résidence fiscale, ça n'a pas d'impact pour vous. Alors après, il y a toujours les règles de rattachement. Est-ce que vous le rattachez pour avoir des codes-parts, des cautions familiales complémentaires? Mais le principe, c'est que voilà, quand un enfant part à l'étranger dans le cadre de ses études, ça n'impacte pas les obligations fiscales des parents. Alors, si un de nos fils a étudié en France pendant 5 ans, nous résidons au Luxembourg, et suite à ses études, il a pris un emploi en France en 2022, peut-il bénéficier de l'exonération de 5 ans si je souhaite lui faire une donation de part de SCI en France? Alors, il ne faut pas qu'il ait été en France plus de 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, s'il avait déjà été en France 5-6 ans pour ses études, et qu'il continue finalement, il reste en France, il ne revient pas au Luxembourg, il reste en France pour occuper son premier emploi, il faut vérifier si on a rempli ou non ces 6 ans. Si on est avant les 6 ans et qu'on lui donne quelque chose qui est hors de France, il pourrait être exonéré. S'il a dépassé les 6 ans de présence en France, quel que soit le bien qu'on lui donne, il ne pourra pas en bénéficier. J'en profite pour rappeler que cette exonération, elle ne porte que sur des biens non français. Donc, si vous donnez de toute façon des parts de SCI françaises, peu importe le temps qu'il est passé en France, ce sera taxable en France. Pour pouvoir y échapper, il faut avoir été moins de 6 ans en France et que l'on donne un bien situé hors de France, des parts d'une société luxembourgeoise, un compte bancaire luxembourgeois, des choses comme ça. Alors, un point en conclusion auquel m'a fait penser Julien en se retrouvant tout à l'heure, ce serait vraiment intéressant si vous avez des sujets, des questions importantes qui vous concernent, mais qui sont aussi des sujets globaux. N'hésitez pas à nous écrire par mail. Alors, si vous avez besoin d'une consultation, évidemment, mais également de nous faire un retour à la suite de cette présentation pour savoir s'il y a d'autres questions dans le cadre de futurs webinaires qui pourraient vous intéresser et sur lequel on pourrait se pencher pour vous faire une nouvelle présentation. Ah, avec plaisir. On est preneurs. Et sinon, on trouvera des idées. On trouvera toujours des idées. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis à très bientôt et vraiment merci pour cet engouement, pour cette présentation aujourd'hui. Bonne soirée. À bientôt.